Bonjour à tous, bienvenue, rebonjour à certains, ça fait longtemps pour d'autres, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ravis au Forum Digital d'accueillir Laurent Safar, qui est le PDG de la société Adaptive. Et en fait, ça nous permet de découvrir que le monde de la presse, il est encore plus grand qu'on le pense. Parce que la presse, c'est pas juste 2 messageries, c'est pas juste 3000 titres et plus, c'est aussi des gens qui font plein de projets autour des magasins, en dehors. Et là, comme vous commencez à le voir, ils sont leaders de la presse digitale pour le voyageur. Donc le voyageur qui parcourt les aéroports, les hôtels, les taxis, les bus, les trains et tout ce qui se fait en termes de transport, de chauffeurs privés, de taxis et autres. Voilà, dans les airs et sur terre et sur mer, je sais pas encore. Pas encore, mais pas encore. Voilà. Bon ça fait partie des choses qu'on va étudier ensemble. Nous, le groupe Prestalis, on n'a pas besoin de se présenter à nous-mêmes. Et puis Laurent, il nous connaît. Pour ceux qui sont sur la vidéo, vous êtes sur la bonne chaîne, la Zins TV. Zins, c'est l'innovation au cœur de la presse, c'est le digital, le mariage du digital et du physique. Voilà. Et on trouvait que Laurent était un invité idéal pour cette tribune. Donc on va passer une petite heure ensemble où il va nous décrire un peu plus son activité. Et on a déjà commencé à réfléchir à des façons de collaborer, mais vous-même, vous avez peut-être aussi en tête des choses. N'hésitez pas à les partager à cette occasion. Des choses, des opportunités de collaboration, il y en a plein, hein, on a commencé à évoquer. Ça peut être purement commercial, ça peut être pas seulement digital ou pas complètement digital, dans différents types de points de vente, ceux vers lesquels on va pas toujours. Voilà, on se donne cette petite heure pour explorer ça, donc n'hésitez pas à réagir, et je crois que Laurent est ouvert aux suggestions, aux questions, au feedback. Hein. Exactement. Bon, je vais vous laisser compléter l'introduction et puis rentrer dans le dur. Voilà. Merci Nicolas. Merci en tout cas d'être parmi nous. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter Adaptive Channel. Peut-être pour savoir à quel point la tâche va être ardue, combien d'entre vous ont pris la tartiflette à midi? Ça va. On va s'en sortir. Bon. Adaptive, c'est une société qui est relativement récente, qui a créé la presse digitale à bord, embarquée. On l'a fait pour un certain nombre de raisons. Peut-être je vais vous raconter un tout petit peu la genèse de notre projet. À l'origine, c'est 2 fondateurs. Une personne qui vient des grands projets informatiques, avioniques, et qui est donc mon associé, David Ferrand. Moi-même, qui viens du secteur de l'airline. Je dirigeais une petite compagnie aérienne avant de rejoindre Adaptive. Donc on a à la fois la partie techno de notre ADN et la partie métier de la plupart de nos clients. Voilà. Et la raison principale pour laquelle on s'est dit qu'il y avait une opportunité sur ce sujet, c'est que finalement, au XXIe siècle, transporter des centaines de tonnes de journaux et de magazines à travers le monde dans des avions, alors que le kérosène coûte très cher, c'est bien évidemment pas forcément la meilleure idée. C'est cher bien évidemment en kérosène, c'est très complexe en logistique. Il faut que vous imaginiez qu'on amène donc des journaux et des magazines à l'aéroport. Il y a un lot qui passe sous douane et qui va dans les salons. Ensuite, un lot qui va sur piste et qui va dans les avions. Une partie qui fait l'aller, une partie qu'on déballe sur place à l'arrivée pour aller faire les salons bout de ligne, et un 3e lot qui fait le retour. Comme vous imaginez, c'est extrêmement coûteux, c'est complexe en logistique, et donc on a souhaité adresser ce pain point qu'ont les compagnies aériennes. Voilà. On a commencé par les airlines et les aéroports, mais ensuite on s'est intéressé également au secteur de l'hébergement, au secteur des taxis et des bus, et puis celui des trains. On travaille avec un certain nombre de clients dans ces différents domaines que je vais vous présenter. Donc le passage du papier au digital, tout d'abord avec le digital, bien évidemment, on a une offre qui permet un choix beaucoup plus large. On travaille avec des opérateurs qui sont dans différents points dans le monde. Et donc, bien évidemment, je vais prendre l'exemple sur un Paris-Bogota, Bogota-Paris. Sur le Paris-Bogota, il est relativement facile d'avoir le mardi les échos du mardi. Mais sur le Bogota-Paris, c'est déjà un peu plus dur.
Donc ça, c'est une difficulté qui peut se résoudre avec le digital et qui permet d'augmenter le choix qu'on offre à ses passagers. Deuxième sujet, c'est celui de la mise à jour. C'est très lié, bien évidemment. Toujours dans mon exemple du Paris-Bogota, eh bien effectivement, dans cet exemple-là, on est sûr d'avoir le mardi, les échos du mardi à Bogota. Autre point, c'est celui du multilingue. Également sur la réduction des coûts, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec la possibilité, bien évidemment, de faire une distribution digitale qui réduit les coûts du traitement papier. On est bien évidemment beaucoup plus compliant avec toutes les réglementations environnementales. Un de nos clients, la société Air Caraïbes, lorsqu'on les a aidés à passer en tout digital, puisqu'ils ont totalement arrêté la presse papier, ils ont fait des économies d'à peu près 60 tonnes de kérosène par an et 80 tonnes de CO2. Donc c'est assez considérable pour une société comme Air Caraïbes. Et puis ensuite, bien évidemment, on n'est pas uniquement à bord de l'avion, on est également avant, pendant et après le vol sur l'application du passager. Présentation générale, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions à tout moment pendant cette présentation. C'est des chiffres que vous connaissez certainement, mais à bord d'un avion, on a une population qui est une section encore plus affluente que le reste de la population. Plus de 94% des personnes ont un device mobile à bord. Et on a pratiquement 20% des gens qui ont les 3 types de device mobiles, c'est-à-dire laptop, smartphone et tablette. Donc c'est considérable. On a donc des taux de détention de ces devices qui permettent d'envisager un véritable service adapté en mode mobile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a cherché à simplifier la vie de nos clients et on s'est positionné comme un one-stop shop pour les clients, leur permettre à la fois de simplifier l'approvisionnement en presse, donc plutôt que de leur laisser la nécessité de contacter des éditeurs dans le monde entier, on leur simplifie la vie. Ils reçoivent une seule facture de notre part et on s'occupe de la gestion des droits, du sourcing, des contrats, etc. Pour leur compte. Et cela sur de la presse française, si c'est une compagnie française, mais sur de la presse internationale, parce que la plupart de nos clients, finalement, souhaitent avoir un focus sur le pays dans lequel ils sont. Par exemple, on vient de lancer le service chez TAP au Portugal pour 11 millions de passagers. On a bien évidemment une presse qui est principalement portugaise, mais également beaucoup brésilienne, et puis un petit peu internationale également. Voilà. À côté des contenus presse, on fournit d'autres types de contenus qui sont des compléments à ce que l'on fournit en presse. Je vous donne un exemple, le City Guide. Le City Guide, c'est un contenu qui est très pertinent dans l'environnement voyage. On n'est pas très loin de ce qu'on fait en presse, au plan technique. Et donc, ce sont des contenus qu'on fournit. Donc, on fournit des City Guides, on fournit des films, des vidéos, des jeux, des livres, etc. Et puis, bien évidemment, on est un technology enabler dans le sens où on les aide à utiliser toutes les technologies les plus récentes pour mettre à disposition de leurs clients les contenus qu'ils souhaitent diffuser. J'en parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le end-to-end travel. À aujourd'hui, lorsque vous fournissez un journal papier, vous avez un seul point de contact avec votre client, vous posez 10 000 exemplaires à la porte d'embarquement d'un titre papier, vous savez que vous les jetez le soir, mais vous ne savez pas bien ce qui s'est passé entre les deux. Et avec le digital, ça vous permet d'avoir un contact avec votre client avant le vol, bien avant le vol, pendant le vol et après. Et vous gardez ce lien avec le client sur toute cette partie-là. Donc ces interactions sont des interactions qui vous permettent, en tant qu'opérateur, d'interagir et de potentiellement également vendre vos services, les promouvoir ou promouvoir ceux de vos partenaires. On a 2 grands types de façons de diffuser notre contenu. Je reviendrai à la slide après. Premier type, c'est qu'on est sur des devices qui sont fournis aux passagers. Donc le passager reçoit un device, et c'est sur ce device qui est préchargé en contenu presse notamment, qu'il va pouvoir consommer. On est à bord, on est au sol, mais c'est sur un device qui lui est fourni. Premier mode. Deuxième mode, on utilise le device du passager, son smartphone, son laptop,
sa tablette, et c'est sur cet appareil-là qu'il va consommer le contenu. Et ensuite, sur ces deux grands modes de diffusion, on a développé un certain nombre d'offres que je vais vous présenter et qui sont détaillées dans les slides suivantes. Tout d'abord, on a le use case suivant, qui est celui de l'application de l'airline sur le device du passager. C'est le cas de ce que l'on a fait par exemple avec Air Caraïbes. Avec Air Caraïbes, on a la possibilité pour le passager d'utiliser son laptop, son smartphone, sa tablette pour accéder au kiosque de presse de la compagnie. Et donc qui est bien évidemment, vous le voyez un petit peu d'ailleurs, je crois, en presse quotidienne, ça commence par des journaux antillais, donc c'est particulièrement adapté à leur clientèle. Voilà le premier mode de fonctionnement, toujours dans l'Airline App, et là sur un mode un tout petit peu différent, on travaille avec la compagnie SAS, vous voyez les différentes références avec lesquelles nous travaillons sur ces sujets-là. Une app qui est à l'intérieur de l'application métier d'SAS, puisque vous voyez tout en bas de l'application, là, j'ai mon compte SAS, mes bookings, mon check-in, mon flight status, et ensuite toute la partie divertissement, dans laquelle la presse tient un rôle prépondérant. Donc là, bien évidemment, beaucoup de journaux et de magazines avec des hauts barrés, des umlauts et des choses difficilement prononçables. TAP. Alors donc SAS, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est 28 millions de passagers. C'est probablement un des plus gros opérateurs qui a basculé en tout digital. Il n'y a plus de presse papier chez SAS. TAP, donc c'est un service qu'on a initié là cet été et qui se déploie de manière extrêmement positive avec donc un service qui est offert à tous les passagers avec des éligibilités différentes selon les classes dans lesquelles les gens voyagent. Donc nous sommes interfacés avec le système d'information de l'opérateur et on peut dire qu'un passager qui a tel statut sur son frequent flyer et tel billet a droit à tel lot de presse. La borne média, ça c'est un produit sur lequel on travaille en partenariat avec un certain nombre d'autres sociétés pour une mise en œuvre prochaine dans un des plus gros aéroports européens. C'est une borne média qui va permettre donc de faire de l'achat impulsion en aéroport, de presse, de magazines et également de films et de sites web. Donc quand on est dans le terminal de l'aéroport, eh bien on est notifié par une technologie de beacon que sur son device, on est informé qu'il y a donc la possibilité d'acheter du contenu qui nous intéresse. Autre cas de figure, c'est celui du lounge. Le lounge de compagnie aérienne ou le lounge d'aéroport. On est dans une zone d'attente. Dans ces zones d'attente-là, en général, on a un temps qui est relativement limité, donc on ne va pas forcément avoir le temps de regarder un film, mais on peut avoir le temps de lire des journaux et des magazines, et quelques autres types de divertissement. Et là, ce sont donc des tablettes qui sont fournies aux passagers dans ce mode-là. Là un exemple qui est d'ailleurs celui de ce que l'on trouve dans les salons Air France business et première classe à Roissy. La même chose, là on le voit avec donc de la presse internationale. Un autre cas de figure sur lequel nous avons travaillé et développé une offre, plutôt que d'avoir une borne qui ne bouge pas, c'est celui de créer une valise qui devient une valise hotspot qui permet de transporter donc un hotspot Wi-Fi qui permet en porte d'embarquement dans l'avion et en porte d'embarquement à l'arrivée de streamer des contenus pour les pour les passagers. Donc là on est sur un mode de diffusion qui est encore un tout petit peu différent, mais toujours avec les mêmes types de contenus. Dans le cas de figure du préchargé en cabine, donc c'est à peu près la même chose que ce que l'on fait
au sol dans les salons. Là, on est sur des tablettes qui sont distribuées à bord et sur lesquelles on a du contenu préchargé. On reprend l'exemple de Air Caraïbes qui utilise ce scénario-là. En fait, chez Air Caraïbes, dans les classes avant, on a ce mode-là de la tablette préchargée qui est remis aux passagers. Et dans les classes arrière, on a des passagers qui peuvent utiliser leur propre device pour lire les contenus. Voilà l'interface de cette solution. Là, on le voit avec les magazines. Dans le cas d'Air Caraïbes, donc il y a des magazines, de la presse, et puis un livre du mois qui est proposé aux passagers. Et finalement, si on se résume sur notre métier, nous agrégeons toute une série de contenus avec une dominante presse très très forte. Et nous les mettons à disposition sur les devices mobiles pour des passagers à travers une plateforme qui est une plateforme basée sur des technologies cloud que l'on appelle Adaptive Content Entertainment System, ACES, et qui permet donc de réaliser tous ces échanges. Alors, en termes de contenu, je vous mentionnais la presse, donc toute la partie qui se trouve à gauche sur le RID, et ensuite il y a bien évidemment des sujets autour de l'audio, de la vidéo, et puis des sujets divers que je vais vous présenter. Donc en matière de presse, on a aujourd'hui un catalogue de pas loin de 6500 titres internationaux, journaux et magazines, dans à peu près une trentaine de pays et un peu plus de 10 langues. Et on travaille de manière systématique avec les leaders dans chacun des pays, dans la mesure où nos clients souhaitent avoir les titres les plus importants de chacune des régions. On complète le dispositif presse avec des livres et des bandes dessinées. Sur la partie bande dessinée, on a aujourd'hui un catalogue d'un peu moins de 4000 titres en multilangue. Et d'ailleurs, on a pour la première fois mis à disposition des BD sur Thalys. Thalys qui est donc une compagnie belge, et bien évidemment mettre des BD dans une compagnie belge c'était un must, et on a commencé à le faire, et on a poursuivi de manière très très forte, puisqu'aujourd'hui il y a un très joli catalogue multilangue, puisque Thalys est en français, anglais, allemand, néerlandais. Je suis reparti en arrière. Voilà. En musique, ça me permet de vous faire un petit point sur ce que l'on sait faire en matière de customisation de contenu. On a beaucoup parlé Alors sur la musique, c'est un sujet qui semble ancien. En fait, historiquement, à bord, on a 3 types de contenus. On a des films, de la musique et des jeux. En général, avec des interfaces relativement anciennes, puisque les systèmes qui sont derrière les sièges, en général, datent un peu. Ce qui fait d'ailleurs la différence avec les offres basées sur des devices des passagers qui, eux, se renouvellent beaucoup plus fréquemment. Sur la musique, on a choisi l'angle de proposer des playlists comme peuvent proposer d'autres fournisseurs de contenu, mais également de prendre des angles différents. Et par exemple, sur la musique, on est capable de dire non seulement avoir de la musique lounge, zen, rock, etc., mais également la playlist de Madonna, non pas ce qu'elle a produit, mais la playlist de ce qu'elle écoute en ce moment, ou de d'autres artistes, bien évidemment. Voilà. Juste à côté, je vois également les audiobooks. Ça, c'est une addition récente à notre catalogue. C'est un sujet qui se développe beaucoup, et pas uniquement chez les seniors. Ça permet un confort dans des moments où on a envie de se reposer et de lire sans lire. Contenu historique, bien évidemment, les films et les vidéos. Et là-dessus, on a un catalogue assez riche avec les principaux majors et également avec des contenus télé pour un certain nombre de nos solutions. Par exemple, sur la solution G7, puisqu'on travaille chez G7, la compagnie de taxi, on fournit le dernier bulletin de news de la compagnie France 24. Nicolas. Par rapport aux devices que vous proposez en termes de contenu, qu'est-ce qui est le plus
au final utiliser, que ce soit plutôt les films, la musique ou plutôt les journaux en termes d'utilisation? Alors, la presse est clairement un des sujets des contenus les plus consommés. Ensuite, ça va dépendre du mix de contenus qu'on fournit, de la durée des vols. Donc, il y a bien évidemment d'autres composantes et donc on ne peut pas répondre de manière dans l'absolu. Mais effectivement, la presse, c'est un sujet clé. Puis en plus, pour une raison simple, c'est que la presse se met à jour périodiquement. Et donc, le titre du jour, on ne l'a pas en général, quand on prend un vol le matin. À côté de ça, on a travaillé sur toute une série d'autres contenus, par exemple celui des City Guides, où on travaille avec un certain nombre de partenaires, soit pour proposer des City Guides en mode classique, où on offre un City Guide aux passagers, soit des City Guides qui sont sponsorisés par de la publicité pour permettre un usage gratuit par nos clients et ensuite un financement de ces contenus par de la publicité. On a aujourd'hui pas loin de 10 000 villes qui sont disponibles dans 6 à 10 langues selon les villes. Et ça permet de faire des choses assez sympas parce que quand on est en déplacement, ça fait partie des choses que l'on regarde en priorité. On a bien évidemment toutes les catégories sur les meilleurs restaurants, meilleurs bars, meilleures sorties, meilleurs spectacles et qu'on a déjà d'ailleurs déployé chez un certain nombre de nos clients. Même chose sur les contenus sportifs. Sur les contenus sportifs, on a beaucoup de choses aujourd'hui. On a une compagnie, pour vous donner un autre exemple de contenu très customisé qu'on a développé. Une compagnie asiatique nous a demandé de leur concevoir pour un portail Wi-Fi embarqué des contenus, tous les résultats sportifs de la Ligue de baseball japonaise en japonais. On a été capable de leur fournir et dans des formats qui sont adaptés à une consommation satellitaire, donc avec des poids qui permettent d'être compatibles avec un budget raisonnable. Et puis sur les jeux, bien évidemment, là on travaille sur tous les types de jeux avec toutes les tranches d'âge qui correspondent. Voilà un certain nombre de nos clients. Et puis bien évidemment, la société, alors, elle était basée à l'origine à Toulouse, parce qu'on avait historiquement des relations très très fortes avec Airbus. Et puis au fur et à mesure, bien évidemment, on est remonté sur Paris pour avoir des contacts avec les éditeurs, et puis ensuite sur Londres pour avoir des contacts avec d'autres types de médias, notamment sur la partie film, vidéo, qui sont beaucoup plus présents sur Londres. Je vois que vous n'avez pas posé de questions pendant ma présentation, donc n'hésitez pas à en poser maintenant. Moi j'en ai... Vas-y, je t'en prie. Moi, je voudrais savoir si vous rencontrez des difficultés pour la mise à jour de vos contenus. C'est quelque chose qui a quand même été confronté déjà. Je voulais savoir si vous partagez ce projet. Et si oui, qu'est-ce que vous avez trouvé comme parade pour forcer un peu les éditeurs à vous donner les contenus à temps, à jour, etc. Alors bien évidemment, ça fait partie de notre cœur de métier que de simplifier le travail des airlines, enfin de nos clients de manière générale. Donc d'une certaine manière, on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que s'il y a des difficultés, c'est aussi notre raison d'être. C'est d'être un intermédiaire et de faciliter ce travail-là. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place des timelines et des calendriers de publication avec les éditeurs. On a standardisé les protocoles dans lesquels on échange, les formats dans lesquels on échange avec les éditeurs. De manière globale, ça se passe bien. Il y a toujours des cas particuliers où c'est un petit peu plus compliqué. On travaille par exemple avec une compagnie au Burkina Faso, donc on a des échanges qui sont forcément un tout petit peu plus compliqués localement avec un certain nombre d'éditeurs, bien qu'il y en ait un certain nombre avec lesquels ça marche très 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 bien. Donc voilà. Chaque région a ses spécificités en matière d'échange, mais globalement ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de savoir-faire, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est pas tant de la technologie que du savoir-faire qu'il faut appliquer pour résoudre ces problèmes-là. Et avec le temps, ça fait maintenant quelques années qu'on fait ce travail-là, on se rend compte que finalement, il y a des régions du monde qui sont un peu plus matures que d'autres. On a des éditeurs qui ont plus l'habitude, qui ont plus automatisé le process. Mais effectivement, je crois que c'est en train de progressivement s'améliorer. Alors peut-être qu'aussi on s'améliore, nous, dans la façon dont on exprime nos besoins aux éditeurs. Est-ce que vous avez fait le choix de centraliser
d'un seul point le recueil de tous ces fichiers, données, etc. Ou est-ce que vous avez délocalisé par région du monde pour pouvoir déjà aussi avoir un accès plus facile avec des gens qui parlent la langue? Non, c'est très simple. Ouais, je comprends. C'est très centralisé pour simplifier le traitement, mais en revanche, on a beaucoup automatisé tous les process avec des contrôles automatiques, avec toute une série de procédures, de contrôles qui permettent de s'assurer que quand on intègre un titre, on a déjà 80% des problèmes qui sont traités déjà en automatique et qu'il ne reste plus que manuellement les quelques problèmes difficiles à traiter. Et de plus en plus, on traite en automatique ces sujets-là. Alors il reste des problèmes auxquels on ne pense pas nécessairement immédiatement, mais par exemple, lorsqu'on travaille avec des compagnies au Moyen-Orient, Elle, qui n'est pas forcément un magazine pornographique, peut être considéré dans d'autres régions comme non acceptable. Alors nous, on a bien évidemment, on ne travaille que sur des contenus grand public, on ne travaille pas sur des contenus aussi spécifiques, mais dans certaines régions, même avec ces règles-là, on peut se retrouver dans des difficultés particulières. On a également la particularité que s'il y a un crash d'avion, si ça fait la une de tous les journaux, on peut être amené à retirer certaines choses qui peuvent être anxiogènes pour des passagers. Voilà. Très spécifiquement. Donc ça veut dire que vous avez l'éditorial au sein de la structure ou c'est... Relativement peu. On fait relativement peu ça. C'est essentiellement à l'initiative de nos clients. Alors parfois ils nous donnent des règles claires et à ce moment-là on les observe. Ou bien on les alerte quand on pense qu'il y a un sujet qui peut les concerner. Il n'y a pas un éditeur à l'intérieur de la musique. Il n'y a pas une responsabilité en tant que telle, mais on a un tout petit peu de curation. Mais ce n'est pas le cœur de notre métier. Alors on a beaucoup de curation automatique, mais on a peu de curation manuelle. Oui, j'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit sur le Thalys. Il y a quelque chose d'intéressant quand vous parliez des bandes dessinées. Oui. Quelle part, est-ce que vous savez à peu près quelle part occupent ces bandes dessinées dans tout ce qui est lecture de journaux, de magazines, etc., que ce soit dans les avions ou dans les trains, etc. Est-ce que ça occupe une part de plus en plus importante? Est-ce que c'est ou pas ou... Alors, la bande dessinée, c'est un sujet très particulier, effectivement, parce que déjà, la première grosse différence avec la presse, c'est qu'elle a une durée de vie très très longue. Le journal du mardi, le mercredi, il vaut déjà plus grand-chose, mais alors le jeudi, il ne vaut plus rien, alors que la bande dessinée, 3 semaines après, 1 mois après, 1 an après, donc déjà, pour nos clients, offrir une bande dessinée, c'est pas pareil que d'offrir un titre de presse. Et ensuite, on a un choix qui peut correspondre à la stratégie marketing de notre client, qui peut être d'offrir pour une durée limitée ou d'offrir pour une durée très très longue ou d'offrir définitivement la bande dessinée. Ce qui est un choix qui ne se pose pas pour la presse. Donc là, ça peut correspondre à des problématiques marketing différentes, de fidélisation, de gratification. Et donc, par exemple, prenons l'exemple de Thalys. Thalys a décidé d'offrir pendant 3 semaines des bandes dessinées. C'est une durée relativement longue qui permet une lecture, une relecture, une lecture en dehors du temps qui est concerné par le voyage lui-même. Et donc, on est bien dans l'extension de la relation entre le client et l'opérateur. Puisque là, on a terminé de faire son Paris-Bruxelles, par exemple. On est à Bruxelles depuis une semaine et on est encore en train de consommer sur l'application Thalys du contenu offert par Thalys. C'est un bon moyen de continuer à garder le lien et potentiellement peut-être à donner des informations à cette personne sur l'offre de Thalys qui s'est renouvelée, sur une promotion particulière, etc. etc. J'ai une question sur la playlist de Madonna. Oui. Où commence et où s'arrête votre rôle dans la génération de ce genre de contenu? Typiquement, nous, notre rôle, c'est d'identifier, dans les discussions avec les clients, d'identifier leurs besoins marketing et ensuite de leur proposer des choses dont on sait qu'elles sont disponibles et qu'elles sont intégrables dans leurs outils. Donc en fait, ça c'est l'essentiel, c'est le cœur de notre rôle. Ensuite, c'est de le sourcer, de l'intégrer et de faire en sorte que ce soit un service robuste pour l'opérateur. Donc en fait, sauf cas particulier, on n'est pas producteur de ce type de contenu et on est en revanche à l'origine pour le sourcer, en gérer les droits, l'intégrer techniquement et s'assurer qu'il fonctionne de manière fluide avec le reste de l'expérience.
même question pour les audiobooks, en fait, c'est pareil, vous sourcez ou vous produisez? Pareil, non, on source. Est-ce que vous allez jusqu'à produire l'application qui va permettre de délivrer les contenus ou est-ce que vous êtes pour une sorte de contenu seulement? On fait tout. On fait tout. En fait, on fait tout ce que l'opérateur souhaite qu'on fasse. Puisque notre stratégie est de simplifier la vie des opérateurs. Et donc, s'ils souhaitent qu'on aille jusqu'à l'app, ce qui est en général le cas, on leur fait l'app. Et c'est important parce que ça permet également de leur apporter la meilleure expérience autour de tout ça. Et puis très souvent dans des délais qui sont quand même très très courts, ce qui n'est pas l'habitude dans l'aérien. Les cycles sont en général assez longs. Aujourd'hui, on est sur des tablettes. Est-ce que vous, déjà, vous imaginez ce que vous allez donner comme device dans, je sais pas, 10 ans? Est-ce que vous avez déjà des technos sur lesquels vous penchez, des choses comme ça? Je sais pas, je pense à n'importe quoi. Par exemple, à des feuilles assez souples, digitales, vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est déjà en développement, si je dis pas de bêtises. J'ai vu une démo assez impressionnante là-dessus. Ouais. C'est des trucs relativement souples, super légers, comme une feuille, entre guillemets, et il y a du contenu dedans. Très bien. Non, on ne s'est pas penché là-dessus. On s'est penché sur pas mal de sujets d'innovation. Là par exemple, ce dont on a parlé un peu plus tôt sur l'app de l'airline de diffuser de la presse, pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, on a fait une première mondiale avec Air France là-dessus. Donc c'était quand même une grosse innovation. Là on est en train de faire le kiosque dont je vous parle, qui va permettre de télécharger du film, des magazines et des journaux à très haut débit, donc plus d'un gigabit par seconde. Ce sera pareil, une première mondiale qu'on va faire avec un aéroport. Donc c'est déjà beaucoup d'innovation. Là, ce dont on parle, j'ai l'impression qu'on est presque plus dans la prospective, parce que là, on n'est pas dans les... À ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit dans les 3 ans à venir, auquel cas, on est un petit peu au-delà du scope que l'on traite habituellement. Je reviens peut-être sur la question qui a été posée tout à l'heure, sur laquelle je n'ai pas répondu de manière complète. On fait les apps, mais on fournit surtout et très souvent un SDK aux compagnies aériennes ou à nos clients, un SDK qui leur permet, s'ils ont déjà une app, d'intégrer notre service à l'intérieur de leur app. Donc ils n'ont pas à revoir la totalité de ce qu'ils ont, de leur existant. Ils les intègrent très simplement et ça se fait en quelques semaines. En 15 jours, 3 semaines maximum, c'est intégré. Je voudrais revenir sur le boîtier Wi-Fi dont vous aviez parlé tout à l'heure. C'est un boîtier qui est intégré, entre guillemets... Le hotspot? Oui, le hotspot. La valise? Cette valise est où, en fait? Elle peut se retrouver... Alors, c'est tout l'intérêt, comme elle est mobile, elle peut se retrouver en porte d'embarquement, elle peut se retrouver à l'intérieur de l'avion, voilà, elle peut se retrouver à la porte d'embarquement de l'autre côté. Donc en fait, elle suit, entre guillemets, au final, les passagers, quoi. Donc dans l'avion, on va pouvoir se connecter à ce... Alors, ce use case-là n'a pas encore été... on commence à peine, oui, bien sûr. donc on découvre, mais je pense que le gros intérêt, c'est c'est le use case qu'on vient de décrire. Ouais. Parce que c'est vrai que dans l'avion, aujourd'hui... Même dans l'aéroport. Oui, déjà dans l'aéroport, mais effectivement... Avoir accès à du contenu, c'est assez difficile. C'est vrai. Et comme vous dites, ici, il y a l'obsolescence de tout le matériel dans les avions. Quand je vois les télévisions qu'il y a encore dans les sièges, la qualité des écrans, enfin c'est... Vous avez tout à fait raison. En fait, ce qui se passe, c'est que l'avionique, tout ce qui est accroché à l'avion, c'est de l'avionique. Et donc qui est certifié. Si c'est certifié, au moment où ça arrive dans un avion neuf, avec un écran neuf, avec un système neuf, c'est déjà avec plusieurs générations d'écart par rapport à du consumer electronics, qui a des rythmes aujourd'hui qui sont alors proches de 12 mois, mais qui sont en train de tendre vers les 6 mois. Donc en fait, on a un écart grandissant entre ce qui se fait en avionique et ce qui se fait en consumer electronics. Donc le passager se retrouve mieux équipé, même en première classe avec les passagers à plus forte contribution. Tout le monde arrive à New York en même temps, il y en a un qui paye 3 fois ou 5 fois le prix, donc il est en business ou en first. Et pour autant, il a un écran qui n'est pas celui de son iPad. Ouais, c'est bien. J'ai une question sur vous, parce que, comme votre nom l'indique, Adaptive, vous êtes assez agile par rapport aux différentes situations, et j'ai l'impression que les solutions proposées, il y en a une large gamme, qui sont un peu en fonction des contraintes, et donc, comment vous pouvez mieux faciliter la vie de vos clients, comment vous facilitez la vie, autrement dit, comment vous arbitrez entre les projets qui en valent la peine, ceux qui en valent le moins, comment vous êtes adaptif aussi sur votre pricing. C'est quand même un facteur de complexité pour vous à gérer, non? Oui, vous avez raison. C'est pas toujours simple parce que, effectivement, dans le monde
la maturité des éditeurs est variée, et puis quand on va dans des régions un peu plus reculées, ben la maturité n'est pas forcément toujours là. La règle n'est pas toujours d'ailleurs que les grands pays soient les plus matures, mais en tous les cas c'est vrai que c'est une difficulté, et donc nous on est dépendant du business model que l'on a avec les éditeurs pour pouvoir appliquer un business model qui marche pour les clients. Donc on a aussi œuvre de pédagogie à faire avec les éditeurs pour les convaincre que c'est le meilleur moyen pour eux de gagner de l'argent, que c'est un marché incrémental pour eux et qu'on va les aider à vendre plus par rapport à ce qu'ils font déjà aujourd'hui. C'est pas toujours simple, mais ça finit par se faire. Alors ensuite, sur les projets, on a la chance aujourd'hui que ce soit un marché qui soit en forte croissance parce que, bien évidemment, la plupart des compagnies ne sont pas passées à la presse digitale. Aujourd'hui, vous le voyez bien, mais on sent bien que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc on a rarement la question à se poser d'arbitrage entre des projets, mais si elle se posait, on trouverait des critères, j'imagine, très rationnels pour les arbitrer. Il y a pas de... C'est rarement des difficultés, ça. Est-ce qu'il y a un modèle que vous prenez aux éditeurs ou aux compagnies qui marche bien, qui a fait ses preuves? Oui, il y a des modèles qui marchent mieux, qui sont notre expérience et les retours qu'on a, qu'on partage avec nos clients. C'est parfois des tout petits détails, c'est parfois des choses assez importantes, mais bien évidemment, on a aujourd'hui l'expérience pour voir que certains modèles fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça fait partie aussi de notre sauce, de notre cuisine. Une partie d'ailleurs des différenciants dans notre métier, c'est le savoir-faire, plus encore que la technologie. Encore aujourd'hui, parce qu'en fait, des déploiements sur 28 millions de passagers comme SAS, 11 millions de passagers comme TAP, avec de la presse, il y a relativement peu de gens qui ont fait ce type de déploiement, avec des mesures d'usage des différentes clientèles. Et donc on a aujourd'hui des visions de comment ça fonctionne, ou pas, sur les différents modèles. Qui étaient les concurrents directs, hormis des choses numériques français ou internationaux? Oui. Est-ce que vous avez des concurrents? Oui, il y a toujours des concurrents, bien sûr. On a des différents acteurs sur ce marché-là. Il y a des acteurs qui sont des fournisseurs historiques de la presse papier à bord et qui se sont dit, le digital arrive, comment on va faire? Leur métier à eux, c'est quoi? C'est la logistique. Ils ont des camionnettes pour transporter de la presse à droite à gauche. Donc leur ADN n'est pas le même. Donc il y en a qui ont fait le choix de collaborer avec des sociétés comme la nôtre. Et puis il y en a qui ont fait le choix d'y aller sous forme de JV, par exemple, avec un opérateur du digital. Et donc ils ont créé une JV, et puis eux ont gardé la partie papier, et puis la JV s'occupe du digital. Il y a ce type d'approche. Il y a quelques acteurs dans ce domaine-là. Ils ont la chance de bien connaître les clients, mais ils ont la malchance de ne pas bien connaître le digital. Et puis ensuite, on a des acteurs du B2C qui s'essayent de temps en temps à ces sujets-là. Et puis il y a aussi des acteurs qui fournissent des solutions aux éditeurs de presse et qui finalement voient ce que l'on fait comme un aval à ce qu'ils font. Et donc ils se sont aussi essayés là-dessus. Pour l'instant, on ne connaît pas beaucoup d'acteurs qui se soient positionnés aussi clairement que nous sur ce sujet. Il y a des gens qui ont ça entre autres. Je ne crois pas qu'il y ait d'acteurs qui aient aussi clairement un positionnement dédié sur ces sujets et qui en fait sa spécialité. Et de l'autre côté, au niveau des transporteurs, que ce soit aérien, terrestre, ou même des hôtels, oui. Est-ce que vous voyez, c'est quoi la tendance, si vous avez un baromètre, vous demandent les besoins qu'ont leurs clients, qu'est-ce qu'ils cherchent quel problème ils cherchent à régler? Alors, oui, vous avez raison. Les grandes problématiques marketing qui se posent à ces gens-là, c'est celle de la fidélisation des clients, des passagers. Problématique très importante, on le voit bien avec les programmes de fidélité de type Fréquence Plus qui sont en place. Donc nous, on offre aujourd'hui un module qui permet de brûler les points accumulés en fidélité au travers des contenus de type divertissement. Donc plutôt que de dire à quelqu'un, vous avez eu 80 billets dans ma compagnie aérienne, on va vous offrir un 81e billet,
eh bien, offrir quelque chose, un abonnement à Télis Magazine, offrir quelque chose sur un sujet passion, c'est un autre type de dialogue que l'on propose aux passagers, et donc c'est très recherché par les airlines. Deuxième sujet, c'est celui de la gratification, où on veut récompenser un passager pour une raison ou pour une autre, qui n'est pas uniquement la fidélité. Et puis on a toutes sortes d'autres problématiques. Une des principales que je peux mentionner, et qui est assez évidente, c'est celle de la réservation, où on paye des commissions quand on est un hôtelier, quand on est une compagnie aérienne, on paye des commissions parfois à d'autres intermédiaires. Si on veut l'éviter, on a intérêt à faire en sorte que sa propre app, son propre site web deviennent des destinations. Et donc si on y met des contenus à valeur ajoutée, si on y met des contenus qui peuvent permettre aux passagers d'accéder à ce site, à cette app avant, pendant, après le voyage, eh bien on l'incite à commander, à réserver à travers ces apps, donc à faire des réservations directes, sans commission. Donc on réduit les frais de commission pour les opérateurs. Voilà les quelques grands axes des problématiques que rencontrent nos clients. D'autres questions? On est un peu moins d'une vingtaine aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci Laurent. Merci Nicolas. Bravo. Et puis s'il y a d'autres questions, on pourra partager peut-être votre présentation. Et en tout cas, restez en lien. Voilà. On reste en lien. Le prochain forum, c'est quand, Nicolas? Ça sera le 19. 19 novembre. Voilà, sur vos écrans. À bientôt. Merci Laurent encore. Merci.